Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez de nouveau les bienvenus sur notre chaîne Jour Vectorix et dans cette vidéo, la seconde du genre, qui s'inscrit dans une longue liste de vidéos consacrées à la prise en main de Erdas Imagine, le logiciel de télédétection par excellence, sans publicité. Pour vous servir, je suis et je demeure Madame Tchoumi Karine Ivan, géologue minière de formation, également expert en géomatique. Et la thématique aujourd'hui nous amène vers les compositions colorées. Qu'est-ce qu'on appelle une composition colorée? Comment ça se passe? Où est-ce qu'on doit cliquer, etc., etc. Donc sans plus tarder, on va entrer dans la manipulation. Avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà le cas, de liker nos vidéos, de les partager au maximum, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos futures, que ce soit en télédétection, en SIG, en cartographie mobile, parce qu'il y a la cartographie mobile qui arrive, dans tout un tas d'autres petites choses utiles, etc. Merci. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Et je vais commencer par définir ce que c'est qu'une composition colorée. Une composition colorée, c'est tout simplement une opération de pré-traitement qui consiste à combiner différentes bandes spectrales dans des canaux, on va dire, dans des canaux de couleurs primaires. Les couleurs primaires, c'est le rouge, le vert et le bleu. Et l'objectif, c'est de visualiser certains aspects du paysage mieux que sur des bandes brutes qui viennent en niveau de gris. Donc c'est une représentation visuelle souvent qualitative de notre zone d'étude. Alors je rappelle qu'il y a plusieurs systèmes couleurs qui existent dans tous les logiciels du monde qui peuvent gérer les aspects couleurs, que ce soit Word, Excel, Erdas, ArcGIS, Paint, Adobe Illustrator, bref, Photoshop, n'importe quel logiciel au monde qui peut gérer des questions de couleurs ont justement, pour gérer les couleurs, des systèmes couleurs intégrés avec lesquels on peut fonctionner. Le système couleur le plus populaire, c'est le RVB. Pourquoi le RVB? Parce que les scientifiques de l'époque qui ont établi cela, ou alors les ingénieurs de l'époque, ils ont estimé que toutes les couleurs du monde pouvaient être synthétisées à partir du rouge, du vert et du bleu. Je vais prendre un exemple très simple avec Word. Je vais l'ouvrir. Je vais par exemple écrire bonjour. Voilà. À défaut, Word, lorsqu'on saisit du texte, il a une couleur noire. Si je change le texte, je n'ai qu'à dérouler ici. On est sous l'onglet accueil. Je déroule là, je dis par exemple, ah, tiens, je veux la couleur bleue. Ah, ça me met la couleur bleue. Si aucune des couleurs ici ne me plaît, je peux aller dans autre couleur. Et là-dedans, généralement, on va d'abord atterrir sous l'onglet standard avec cette palette de couleurs un peu plus large. Je peux estimer que cette palette de couleurs n'a toujours pas la nuance de couleur que je veux. Et là, je vais dire, ah tiens, je vais aller dans personnaliser. Dans personnaliser, vous remarquez, j'ai donc le RVB. RVB, c'est en anglais pour red, en français, rouge, vert, bleu. En anglais, vous allez voir souvent RGB pour red, green and blue. Donc, et il faut savoir aussi que la plupart des systèmes d'affichage de couleurs, dont la plupart des écrans, sont en 8 bits. 8 bits, ça veut dire que le maximum de nuances de couleurs, c'est 256, c'est-à-dire le 0 inclus. Si j'inclus 0, ça va donc faire de 0 à 255. Si je compte 0, ça va faire plus 1. Donc au total, ça va faire 256 nuances. Si je compte 0, ça va faire 256 nuances. Les valeurs des pixels de ces nuances allant donc de 0 à 255. Donc voilà, et si je veux du rouge vif, ça veut dire que je veux mettre 255 au rouge, 0 au vert et 0 au bleu. Si je veux du vert, je vais mettre 255, 0 au rouge si je veux du vert pur et 0 au bleu.
Voilà, et si je veux du bleu pur, je mets 255 au bleu et tout le reste, je mets 0. Donc c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas que le RVB, il y a également le TSL pour teinte, saturation, luminosité ou luminance, quelque chose comme ça. Vous avez également le TSI pour teinte, saturation, intensité. Il y a d'autres systèmes couleurs standards qui ont été adoptés par les scientifiques, les ingénieurs de l'époque qui ont travaillé sur ces problématiques à l'époque. À une époque où j'étais certainement pas née. Et je ne suis pas sûre que mes parents étaient déjà nés aussi. Donc, du coup, c'était juste une petite parenthèse. Donc, le plus populaire reste le rouge, le vert et le bleu. Et en télédétection, on va beaucoup jouer avec lui, bien que les autres systèmes couleurs primaires existent aussi. Donc, je vais fermer mon Word, je vais revenir. C'est valide, j'ai dit pour tous les autres logiciels hein, qui peuvent gérer les couleurs, donc Paint et autres. Alors, on revient à notre problématique du jour. Comment est-ce qu'on va effectuer une composition colorée? Pour faire une composition colorée, après l'avoir définie, je dois obligatoirement commencer par empiler mes couches en une seule couche, en un seul raster. C'est-à-dire, je veux combiner mes bandes, je vais faire ce qu'on appelle la combinaison des bandes. Tant que je ne fais pas la combinaison des bandes, j'aurai toujours une image en niveau de gris. Toutes mes bandes sont en niveau de gris. Vous voyez, chaque fois que je décoche une bande pour voir celle qui est juste en dessous, j'ai des niveaux de gris. Donc, pour avoir mes images en couleur, je suis obligatoirement obligé de les combiner en une seule image. Cette opération en anglais, dans le jargon de la géomatique, on parle du stack. On va faire du stack. Donc, pour le faire dans RDAS, je vais dans le petit menu raster, à ne pas confondre avec le grand menu raster, qui est contextuel en fonction de qui est sélectionné ici. Donc, comme j'ai sélectionné un raster ici, c'est pour ça qu'il apparaît là. Mais si j'avais ouvert par exemple un shapefile, je n'allais plus voir, et que c'était ce shapefile qui était sélectionné ici, je n'allais plus voir le grand menu raster-ci. Donc, je reste donc avec mes rasters, je sélectionne, peu importe le raster qui est sélectionné, c'est pas ça qui compte, ça ne dérange pas. Le plus important, donc, c'est d'aller dans le petit menu raster. Dans le petit menu raster, je vais à spectral, et dans spectral, je vais à layer stack. Stack en français signifie empiler. Ok, donc à ce stade, qu'est-ce que je vais faire? Je rappelle, ce sont mes bandes brutes. C'est vrai que celles-ci, j'avais pris soin de les corriger radiométriquement parlant et atmosphériquement parlant. Donc, de façon pratique, comment ça se passe? Dans l'interface qui va apparaître, j'ai naturellement toujours notre petit jeu qu'on connaît, l'input et le output. L'input, c'est la donnée à partir de laquelle je veux faire une opération. Le output, c'est le résultat qui va se générer à partir de l'opération que je suis en train de vouloir effectuer. N'oublions pas la notion de dossier de travail toujours. Donc, dans cette interface, j'ai donc l'input, l'output. En dessous, j'ai le grand panier, le grand sac, où toutes les bandes que je veux voir vont aller se jeter, vont aller se mettre. Et du coup, ça veut dire quoi? Je vais devoir entrer chacune de mes bandes dans ce grand sac-ci. Et je dois le faire, j'insiste, c'est très important, et là vous devez être très attentif. Je dois insérer mes bandes dans l'ordre de leur numérotation. Ne jamais inverser cet ordre, parce que si vous inversez, par la suite, vous allez vous embrouiller pour la partie où on va vraiment faire les compositions colorées. C'est très 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 important. Donc, je vais commencer par vraiment respecter l'ordre des bandes. Je rappelle que ce n'est pas un hasard si pour Landsat 8, nous avons choisi la bande 2, 3, 4, 5, 6 et 7, alors qu'il y en a d'autres. Il y en a plusieurs autres encore. Ces bandes ont été choisies pour des raisons logiques qui sont censées être connues de la plupart des utilisateurs. Je ne vais pas les rappeler ici parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, on va les combiner dans ces ordres-là. La bande 2, je vous rappelle, c'est le rouge, pardon, c'est le bleu.
La bande 3, c'est le vert. La bande 4, c'est le rouge. La bande 5, c'est le proche infrarouge. Les 6 et 7, là, c'est, je pense qu'ils tombent dans les moyens infrarouges et compagnie. Donc, dans tous les cas, on est dans les infrarouges. Sauf le thermique. Alors, je vais commencer donc par B2. Je vais cliquer sur le côté, aller chercher B2. Je clique sur OK, il s'affiche là. Ensuite, je viens ici, je clique sur Add. Vous voyez, il se met dans le grand panier. Je fais la même chose avec B3. Add. Vous voyez, je respecte le numéro des bandes. Je passe ensuite à B4, toujours en respectant l'ordre de la numérotation des bandes. Je clique sur Add. Si par mégarde, j'ai cliqué accidentellement 2 fois sur Add, ça va m'afficher 2 fois la bande 4 et ça, c'est pas bon. Du coup, si je veux corriger, je suis obligé de cliquer sur Clear. Mais le problème en cliquant sur Clear, c'est qu'il m'efface tout le contenu du sac. Donc, il faut être très attentif, très concentré. Donc, je vais reprendre exprès. 2, Add, 3, Add, 4, Add, 5, Add, 6, Add, 7, Add. Alors, je n'hésite pas à relire. J'ai 2, j'ai 3, ensuite j'ai 4, ensuite j'ai 5. Alors, j'espère que... Si ce ne s'est pas ajouté, j'espère que... J'espère que je ne me suis pas oublié. Add, voilà, 6, excusez-moi. Ensuite, 7. Add. Voilà, je crois que le compte est bon. Tout le monde est en place. J'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est bon. Je peux par la suite aller choisir un nom pour le résultat qui va se générer tout à l'heure et surtout me rassurer qu'il va se stocker dans le dossier de travail prévu à cet effet. Donc je repars là sur le côté. Je peux même pratiquement passer par GoTo. Je vais par exemple là. Bon, je vais mettre ça dans exercice. En TIFF de préférence. Je vous ai recommandé en télédétection de travailler avec le TIFF. Alors là, je vais l'appeler stack. Et pour ne pas oublier, il est conseillé de toujours quand même rappeler les bandes qui étaient comprises dedans. Donc je sais que c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me permet de ne pas oublier. Parce que parfois, croyez-moi, lorsqu'on a beaucoup on a de gros traitements à faire sur une même zone, parfois il n'y a pas que ces bandes-là qu'on a amené à stacker. Parfois on peut se retrouver avec d'autres types d'images particulières à devoir stacker. Et pour ne pas confondre, mieux vaut laisser des indices qui vont nous permettre de nous rappeler qu'est-ce qu'on a fait exactement pour avoir ce résultat-ci. Donc là, et je clique sur OK. Donc il va travailler. Est fini, du moins l'opération s'est achevée. Et comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, lorsque vous voyez done, ça veut dire que le processus, la fonction qu'on a lancée a fini complètement de tourner et on peut cliquer sur close. Tant que vous ne voyez pas done, même si c'est à 100%, ne commettez surtout pas l'erreur de cliquer sur close ou sur quoi que ce soit d'autre. Alors, on va ouvrir le résultat. Le résultat est dans exercice, stack, et voilà. Donc, je vais découcher un peu les autres pour que ce soit moins lourd. Donc, voilà le résultat de la combinaison des bandes.
Une fois donc affiché, il faut savoir que le logiciel Erdas, comme tout autre logiciel de géomatique d'ailleurs, lorsque vous lui demandez d'afficher une image issue de la combinaison des bandes ou du stack, il vous affiche cette image avec une composition colorée à défaut. Ça, c'est d'office. Lui-même, il choisit à la place de l'utilisateur quelle composition il va appliquer. Et pas d'inquiétude, on pourra revenir changer cela après. Avant de pratiquer, il est important de rappeler un certain nombre de notions. Ces notions, c'est quoi? C'est que, en matière de composition colorée, il existe 4 grandes familles de composition colorée. Dans la littérature, parfois, vous ne trouverez pas, dans certains documents, parfois vous ne trouverez pas les compositions colorées à la volée et parfois vous les trouverez comme une famille vraiment à part. Alors, nous, dans la vidéo, on a choisi de les considérer. Alors, la première grande famille de compositions colorées, c'est celles qui sont dites standards. Elles comportent les compositions colorées pseudo-couleurs, vraies couleurs et fausses couleurs. Ensuite, on a la deuxième grande famille, c'est les compositions colorées spéciales. Je vais expliquer tout à l'heure en quoi est-ce que ça consiste. Ensuite, les compositions colorées à la volée. Et enfin, les compositions colorées diachroniques. De façon plus pratique, la composition colorée se passe comment? On part des bandes spectrales, c'est-à-dire des bandes, des images satellites acquises pour les intégrer dans un système de couleurs primaires. Je rappelle que le système couleur avec lequel on travaille, on va travailler pour les compositions colorées et qui est le plus couramment utilisé pour ces pratiques-là, ça va être le bleu, le vert et le rouge, donc RGB, système couleur primaire, RGB en anglais ou RVB en français. Et du coup, de façon pratique, dont je disais, la composition colorée va consister à dire que, ah tiens, je vais prendre la bande 2, je vais mettre peut-être dans le rouge, je vais prendre la bande 3, je vais mettre peut-être dans le canal vert, je vais prendre, je sais pas moi, la bande 6, je vais aller mettre dans le bleu, etc. Donc c'est ce petit jeu-là qu'on va faire, qu'on passe notre temps en fait à faire en composition colorée. Et ça ne se fait pas au hasard. Dans les compositions colorées pseudo-couleurs, bon, on va revenir sur pseudo-couleurs à la fin, je préfère commencer par vraie couleur. Dans les compositions colorées vraie couleur, il est question de mettre le rouge dans le rouge, le bleu dans le bleu et le vert dans le vert. C'est-à-dire quoi? Je vais chercher dans mes images satellites la bande rouge, je vais la mettre ici. La bande bleue, je vais la mettre dans le bleu. Et la bande verte, je vais la mettre dans le vert. De façon, et peu importe l'ordre dans lequel je fais, ça ne dérange pas. L'essentiel, c'est qu'il y ait des correspondances de couleurs. Ça, c'est le principe de la composition colorée vraie couleur. Et la littérature nous explique que dans la composition colorée vraie couleur, on a pour résultat un visuel sur l'image qui est tel que si on était dans l'espace, dans l'univers, dans une navette spatiale, et qu'on pouvait regarder la Terre, la planète Terre depuis cette navette spatiale, on aurait les couleurs que nos propres yeux auraient vues depuis la navette spatiale dans l'espace. Vous pourrez d'ailleurs également avoir cette même sensation visuelle si vous prenez un avion qui vole à haute altitude, par exemple au-dessus d'une forêt. Vous ne verrez pas le vert clair, le vert qui a l'air clair du feuillu des arbres, etc. Non, non. Vous verrez une espèce de vert un peu sombre. On va regarder ça tout à l'heure ensemble. Donc, pour ne pas oublier, je rappelle qu'on travaille avec des images satellites de Landsat 8. Je vous invite à aller regarder un peu à côté à quoi correspond chacune des images. Mais déjà, pour une image Landsat 8, on sait que la bande 2, c'est en fait la bande du bleu. Donc, je dois faire ça. La bande 3 de Landsat 8, c'est en fait la bande verte. Donc, ça doit faire ça. Et la bande 4 de Landsat 8, c'est en fait le rouge. Donc, je vais faire dans le rouge vers le rouge, le vert vers le vert et le bleu vers le bleu pour avoir une composition colorée vraie couleur. Par contre, dans la composition colorée fausse couleur, ce qui va se passer, c'est que
je vais prendre en fait le prochain infrarouge que je vais aller mettre dans le rouge et le reste sans changement. Donc pour une composition colorée fausse couleur, je vais faire ceci. Je vais prendre l'infrarouge, par exemple de Landsat 8, c'est-à-dire dans le cas échéant, par exemple la bande 5 que je vais aller jeter dans le rouge. Et là, la littérature ne nous précise pas si c'est le proche infrarouge ou le moyen infrarouge ou le lointain infrarouge, peu importe. Le plus important, c'est de mettre l'infrarouge dans le rouge. Maintenant, pour ce qui est des compositions colorées spéciales, il s'agit, c'est une composition colorée qui fait intervenir au moins un néocanal ou alors au moins une néobande. Qu'est-ce que j'entends par néobande? Je prends un exemple très pratique. Il peut arriver par exemple, si je me souviens un peu de certains documents qui parlent de la détection automatique des chapeaux de fer au niveau du sol. On va vous dire que par exemple, pour trouver les chapeaux de fer, j'espère que je ne vais pas me tromper de formule, mais je vous explique à peu près ça comme ça. On va vous dire que, ah ben tiens, pour retrouver où se trouvent les chapeaux de fer sur la totalité de la superficie de votre zone d'étude, vous prenez la bande 1, vous divisez par la bande 2, et le résultat de ça, vous gardez à côté. Ensuite, vous prenez la bande, je ne sais pas moi, 1, vous divisez cette fois-ci par la bande 3. Le résultat de ça, vous gardez encore à côté. Ensuite, vous prenez la bande 2 que vous divisez par la bande 3. Et le résultat, vous gardez encore à côté. Ça vous fait donc 3 résultats différents. Ces résultats-là, à partir du moment où je décide de les stacker encore, c'est-à-dire de les combiner encore, ça veut dire que je considère que ces résultats sont des bandes. Or, ce n'est pas des bandes brutes, ce n'est plus des bandes brutes. Ces résultats sont issus d'un calcul entre des bandes brutes, quand je dis brutes, des bandes qui ont été, quand je dis pseudo-brutes, c'est-à-dire des bandes qui ont quand même, on comprend, elles ont subi des corrections atmosphériques et radiométriques, d'accord. Mais en fait, en gros, elles ne sont le fruit que de l'interaction de deux bandes, entre guillemets, initiales. Et du coup, le fait de les stacker encore, ça veut dire que je me comporte avec ces résultats comme si elles sont des bandes. Et toutes les trois sont donc des néobandes. Pourquoi? Parce qu'elles sont issues de l'interaction de bandes initiales, de vraies bandes initiales. Donc c'est ça qu'on appelle une néobande. Donc à partir du moment où j'ai au moins une néobande qui va intervenir dans la composition colorée, en ce moment je suis dans une composition colorée spéciale. Et on va vous dire par exemple pour ces chapeaux de fer que lorsque vous allez combiner ces trois résultats là, vraiment dans le rouge vous allez mettre, je sais plus, le résultat numéro 1, dans le bleu, dans le bleu vous allez mettre peut-être le résultat numéro je sais pas combien, et dans le vert vous allez mettre le dernier résultat qui restait là, et partout il y aura de la couleur jaune, ce sont vos chapeaux de fer. Ah ben oui. Donc voilà un exemple concret. Quelqu'un d'autre qui ira calculer par exemple une ACP, une analyse, qui va faire une analyse en composante principale, il va déterminer quelle est la bande de toutes les composantes qui se sont créées, quelle est la composante qui a la plus grande variance, qui apporte le plus d'informations, etc. Il va dire que tiens, c'est la bande numéro 1, elle seule, elle pèse peut-être 90%, c'est un exemple. Cette bande-là, cette composante-là, autant pour moi, je peux l'extraire à part et la réutiliser comme une bande dans un stackage, et pour en faire une composition colorée devant, ça devient une néobande. Donc voilà un exemple concret de ce que c'est qu'une composition colorée spéciale. Maintenant, pour ce qui est de la composition colorée à la volée, il faut savoir que là-bas, je vais utiliser une expression camerounaise, ça sort comme ça sort, c'est-à-dire là-bas, je peux faire tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'existe pas, c'est toute autre composition colorée qui ne cadre pas avec toutes les précédentes, et même la quatrième que je vais expliquer tout à l'heure. Donc dès que je fais n'importe quelle autre composition colorée, c'est-à-dire que je mets n'importe quelle bande dans ces trois canaux primaires et tout, tant que ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu dans les standards,
dans les spéciales et dans ce que je vais expliquer tout à l'heure en diachronique, et bien on est dans une composition colorée à la volée. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une composition colorée diachronique? Diachronique vient, quand vous découpez diachronique, vous voyez qu'il y a le mot chronique qui vient en fait de chronos et qui renvoie au temps. Ça c'est un peu de latin. Quand on dit donc diachronique, ça veut dire on veut comparer plusieurs dates. Généralement on parle d'études même diachroniques et c'est courant en télédétection. On va prendre par exemple une image de 2005, ensuite de 2010, ensuite de 2015, après de 2020, ensuite on conclut avec 2025, on compare, on fait peut-être une classification là ou bien des traitements, on fait un même traitement sur chacune des images et on regarde comment l'occupation du sol a peut-être évolué depuis 2005 jusqu'à 2025. Est-ce que peut-être la végétation a disparu au profit de l'urbanisme? Si oui, de combien de pourcents, etc. Bref, ça c'est des études diachroniques. On compare un même phénomène dans le temps. Alors, dans une composition colorée diachronique, il est question de prendre la même bande, c'est-à-dire on télécharge des images, plusieurs images selon une périodicité qu'on a arrêtée. Par exemple, je peux prendre des images de 2015 et puis une autre de 2020 et une autre de 2025. Ça fait une périodicité de 5 ans. Ensuite, une fois que j'ai acquis mes images, je choisis une même bande dans toutes les trois images là. C'est-à-dire dans l'image de 2015, je prends par exemple, si je veux travailler sur la végétation, on sait que la végétation a sa plus forte réflectance, c'est dans l'infrarouge. Donc je prends par exemple la bande infrarouge de l'image de 2015, la même bande infrarouge dans l'image de 2020 et la même bande infrarouge cette fois-ci dans l'image de 2025. Je les stack ensemble, donc je les combine, je fais une combinaison des bandes et je reviens faire une composition colorée avec elle. En ce moment, je viens de faire une composition colorée diachronique, la même bande mais de dates différentes. Voilà, donc de façon pratique, donc pour faire une composition colorée, il y a deux façons de le faire. Soit je le fais au moment où j'ouvre mon raster, c'est-à-dire au moment où je choisis mon raster ici, stack, j'entre dans raster option, et dans raster option, vous allez vous rendre compte que avant de venir cliquer sur fit to frame ici, il y a cette histoire qui s'appelle layers colors et qui va beaucoup plus intervenir parce que je suis déjà en mode true color. Donc le logiciel me met d'office en mode true color parce qu'il identifie que ce raster est multispectral, c'est-à-dire il a plusieurs autres images à l'intérieur de lui. Donc à partir d'ici, vous voyez, j'ai le rouge, le vert et le bleu. Et je peux donc dire que, ah tiens, si je veux par exemple faire une composition colorée vraie couleur, qu'est-ce que je fais? On m'a dit le rouge dans le rouge, le bleu dans le bleu et le vert dans le vert. Je me souviens que la bande 2 devient en fait la couche numéro 1. Donc du coup, dans le bleu, je vais mettre 1. Je rappelle que le maximum ici c'est 6. Pourquoi? Parce qu'on a stacké 6 bandes différentes. La première étant la bande 2 de Landsat 8. Ensuite, la deuxième, c'était la bande 3. La bande 4, c'était en fait, elle devient en fait la troisième bande qu'on a stackée. La troisième couche, autant pour moi. La bande 5 est en fait la quatrième couche. La bande 6 est en fait la cinquième couche. Et la bande 7 est en fait la sixième couche. Donc, dans le bleu ici, quand je mets 1, le 1 là, c'est en fait B2, c'est-à-dire la bande 2 qui est le bleu de Landsat 8. Ce n'est pas un hasard. Maintenant, dans le green, le vert, c'est en fait la bande 3 de Landsat 8. Et du coup, le rouge, c'est donc la bande 3. Donc, le 2, c'est la bande verte. Le 3, c'est la bande 4 qui a fait le rouge. Donc, je fais ça et je clique sur OK. Et vous allez voir, voilà comment ça apparaît. Donc, je vais zoomer un peu dans la partie qui m'intéresse. Vous voyez que ça a l'air un peu bizarre et tout. Si j'estime que l'affichage peut être amélioré, je peux jouer un peu, je reviens encore un peu sur les corrections radiométriques avec quelques petites fonctions que je ne vous ai pas montrées dans la vidéo précédente.
Je peux me dire que, ah tiens, est-ce que je peux pas ajuster la radiométrie avec des fonctions déjà toutes faites, comme ici, ajuste radiométrie. Mais le problème avec ça, c'est que certains ajustements ne vont plus correspondre à la composition colorée initiale qui m'intéresse. Donc, je peux me dire que, ah ben, tiens, si ça s'éloigne trop de ce qu'on connaît de la composition colorée vraie couleur, ah ben, tiens, je peux augmenter la lumière ou bien augmenter le contraste. Vous voyez ce que ça fait au fur et à mesure que je clique dessus. Voilà, ça me donne quelque chose à peu près comme ça. Ou bien je peux diminuer le contraste, augmenter, je peux augmenter la luminosité, ou bien pourquoi pas diminuer la... Bon, pas trop aussi, je vais augmenter un peu. Bref, je peux m'arranger à jouer avec pour avoir quelque chose de fidèle à la composition colorée en question. Donc, en gros, depuis le ciel, voilà comment est-ce que j'observe... voilà ce que mes yeux voient depuis l'univers si je suis dans une navette spatiale ou alors depuis un avion qui vole vraiment à une haute altitude pour une composition colorée vraie couleur. Voilà un peu. Alors, maintenant, la deuxième méthode de procéder à une composition colorée, c'est que, bon, je vais quand même fermer, bon, je vais fermer bon, je vais fermer une des deux. Bon, je vais fermer par exemple la toute première là. Alors, la deuxième façon de procéder à une composition colorée, c'est que je sélectionne l'image multispectrale en question. Parce que je vous rappelle qu'une image monospectrale, on ne peut rien faire avec. On ne peut rien faire. Elle n'a pas de sous-bande. Elle n'a pas de sous-image. Donc, je sélectionne l'image multispectrale concernée. En l'occurrence ici, stack 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans le grand menu contextuel raster, et non pas de tout petit raster, mais je parle bien du grand raster, je vais sous l'onglet multispectral. Et dans multispectral, tiens, je retrouve mes 4 canaux couleurs primaires. Le rouge, le vert et le bleu. Et là, vous voyez, je retrouve la composition colorée de tout à l'heure. 1, 2, 3. Mais sauf que là, il me détaille un peu, mais il me dit couche 1, couche 2, couche 3. Couche 1, layer, c'était en fait, et quand je déroule, je vois bien que j'ai 6 couches. 6 couches là, en fait, layer 1, il ne faut pas oublier, c'était B2. Layer 2, il ne faut pas oublier, c'était B3. Layer 3, il ne faut pas oublier, c'était B4. Layer 4, c'était B5. Layer 5, c'était B6. Et layer 6, c'était B7. Alors, donc vous voyez que c'est la composition colorée qu'on a fait tout à l'heure à l'ouverture. À partir d'ici, je peux modifier. Et là, je vais dire que, ah tiens, si je veux faire une composition colorée fausse couleur, je suis obligé de venir dans... Je vais repartir. De mettre, on m'a dit que dans le rouge, je dois mettre l'infrarouge. Donc, j'ai les 3 dernières couches ici, ça tombe dans l'infrarouge de Landsat 8. Donc, je peux dire que, ah tiens, je vais mettre la bande 4 par exemple. Et on nous a dit que le reste, c'est sans changement. Qu'est-ce que j'observe? Toute la végétation devient rouge. Et ça, c'est normal. Je peux m'amuser à prendre même la bande 5. Ouais, ça reste quand même rouge, même si c'est un peu moins éclatant. Je peux prendre même le 6. Ça reste rouge, même si c'est moins éclatant. Alors, je vais revenir à 4 par exemple. Et je vais peut-être augmenter un peu la lumière, voilà, pour que ce soit un peu plus parlant. Et l'avantage en jouant avec le brightness contrast ici, qui fait partie des corrections radiométriques là-bas, et les plus légères bien sûr, vraiment les plus légères, ça me permet de ne pas modifier l'essence de la composition colorée que j'ai eu à adopter ici. Donc, voilà ma composition colorée fausse couleur. Elle est pas mal du tout. La végétation apparaît en rouge ici. Pourquoi? Parce que, je le répète, lorsqu'on étudie le comportement spectral des objets, il y a des abats qui existent, des graphiques qui existent. Normalement, je suis censé Adobe Acrobat, je suis censé avoir un schéma de ce genre à côté. Vous allez m'excuser. Mon document va s'ouvrir. Comportement spectral. Pouvoir réflecteur des objets. Voilà. Alors,
On a ces abats qui sont connus, ces graphiques, on va dire universels qui sont connus. Les scientifiques ont étudié un certain nombre d'objets terrestres. Ils en ont établi la courbe de réflectance. Si on parle de réflectance, je rappelle qu'on est avec des images satellites optiques et non pas radar. Donc attention, ils ont établi ceci et si je regarde par exemple la végétation qui est en vert, on se rend compte que la végétation a une forte réflectance. Quand je regarde les valeurs de longueur d'onde ici, je suis dans le visible 55, ça tombe chez qui? Je vais guetter. Chez nous au Cameroun, on dit l'homme n'est rien sans son bord. 0,55, on est 0,55. Bof, on est à peu près dans le vert. Hein. Quand je vois que le vert va à peu près de 0,49 à 0,56 micromètres. Donc, on est à peu près dans le vert. Donc, la végétation aura tendance à avoir une très forte réflectance, sans surprise aussi, dans le vert. Ici, à peu près 0,51, 0,56. Ici, là, on est dans le vert. Mais la végétation a une plus grande réflectance. Là où vraiment elle s'épanouit, elle se lâche. On est dans des longueurs d'onde, des valeurs de longueur d'onde qui correspondent à l'infrarouge. C'est pour ça que généralement, lorsqu'on veut étudier la végétation, on préfère, les spécialistes préfèrent se concentrer sur les bandes de l'infrarouge. Ça ne veut pas dire que les autres bandes sont inutiles. Non, pas du tout. Elles vont apporter aussi leur part de spécificité. Mais vraiment, l'essentiel des caractéristiques de la végétation seront concentrées dans les bandes infrarouges. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on se rend compte que lorsqu'on fait une composition colorée, fausse couleur, en mettant dans l'infrarouge quelque part dans le rouge, on se retrouve avec ce genre de résultat. C'est-à-dire tout le vert devient rouge en fait. Donc, la prochaine composition colorée, c'est la spéciale. J'ai expliqué le principe. On ne va pas manipuler celle-là, mais je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Par contre, la composition colorée à la volée, c'est pas compliqué. Je vous ai dit, c'est n'importe, je peux mettre des bandes en désordre, tant que ça ne ressemble à aucune des autres compositions colorées, entre guillemets, universellement connues. Donc, je peux m'amuser à dire que, ah tiens, je vais faire par exemple, je sais pas, du 6-4-2, j'en sais rien, par exemple. Je vois ce que ça donne, ou du 6-4-1, par exemple. Je peux dire que, ah tiens, je vais augmenter la lumière quand même un peu pour que ça ressemble à quelque chose d'intéressant. J'aurais pu aussi, pourquoi pas, jouer avec le contraste, mais bon, je vais laisser comme ça. Je pense que, non, c'est aussi trop. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Ça me paraît plutôt assez clair. Là, en 6-4-2-1 ou 6-4-2 par exemple, il me met la végétation vraiment en vert. Bon, l'eau, ici on est déjà sur les côtes camerounaises. Ici, avec la turbidité. Cette turbidité, c'est là où le fleuve Ntem, parce que tout ce fleuve-ci que vous voyez, c'est le fleuve Ntem. Ici, là, c'est la faille d'une Thème. Elle est longue de pratiquement 8 km. Et toute l'eau d'une Thème vient se jeter ici. Et à l'endroit où cette eau se jette dans la mer, moi j'ai été sur le terrain, c'est vraiment un spectacle. Vous avez deux couleurs d'eau. Une eau, l'eau douce qui vient du continent qui a une certaine couleur, et l'eau de la mer qui a sa couleur. Et ici ça fait une espèce de turbidité bizarre avec un peu un mix de couleurs, un genre, ça ne se mélange pas tout de suite comme ça facilement. Donc bref, voilà un peu ma végétation en vert. Donc voilà comment est-ce qu'on fait toutes les compositions colorées, sauf la dernière que je vois dans la vidéo avec vous, la composition colorée pseudo-couleur. Comment est-ce que ça se passe? La composition colorée pseudo-couleur, je vous ai expliqué que, enfin, je n'ai pas expliqué, mais je l'explique maintenant. Elle a la particularité que elle ne fonctionne comme aucune autre composition colorée présentée ici. Sa particularité, c'est que on affecte à chaque pixel une couleur unique. Je dis bien une couleur, bon, pas forcément unique, mais en tout cas une couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je guette un peu la composante sémantique, par exemple, de mon image, je vais faire exprès d'ouvrir une des images brutes, hein, juste pour savoir. Ce sera le même nombre de lignes et de colonnes que l'image stackée, mais je fais exprès d'ouvrir une image brute. Lorsque je vais dans e-metadata,
qu'on a guetté, qu'on a déjà eu à guetter précédemment. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Bon, excusez-moi, c'est une petite erreur. Alors, je constate que mon image a 7581 colonnes. 8, c'est la largeur. Donc, si je parle en termes de largeur, ça veut dire que je veux compter le nombre de colonnes. Contre 8, c'est la hauteur. C'est-à-dire, je veux compter de bas en haut, du haut en bas. Ça veut dire que je me déplace en comptant le nombre de lignes. Donc, ça fait 7731 lignes. Et lorsque je regarde le nombre de cellules que ça peut me faire, ça veut dire que je suis obligé de multiplier 7581 fois 7731 pour avoir le nombre total de pixels de mon image. Et imaginez donc ce que ça fait en termes de chiffres. Ça veut dire que ça fait beaucoup. Le nombre de pixels de mon image, on l'a en question. Imaginez, on est en train de me dire que dans la composition colorée pseudo-couleur, chacun des pixels aura une couleur. Je suis libre de mettre la même couleur que le pixel voisin, tout comme je peux mettre la couleur de mon choix. Et pour le faire de façon pratique, je vais aller dans... ça se fait en 2 étapes. La première étape, c'est que... Et ça fonctionne beaucoup plus avec des images qui ne sont pas multispectrales. Hein. C'est beaucoup plus approprié comme ça. Parce que en pseudo-couleur, gérer 4 couches, ça devient un peu bizarre. Mais bof, on peut quand même forcer. Mais bof, c'est pas souvent évident. Ça devient un peu plus compliqué à gérer. Donc, on va faire cet exemple avec une image brute. Donc, je vais prendre par exemple, je sais pas moi, B4. C'est un exemple. Je peux prendre aussi une image déjà radiométriquement et atmosphériquement corrigée, ça ne dérange pas. Mais toujours est-il qu'au moment d'ouvrir l'image, au moment de faire cette composition colorée, la première étape consiste à ouvrir l'image en précisant dans Raster Option que je ne veux pas que l'image s'affiche en grayscale, pas du tout, mais je veux qu'elle s'affiche en pseudo-color. Donc au niveau de Display As, grayscale, je déroule et je choisis pseudo-color. Dès que j'ai choisi pseudo-color, je pourrais accéder à la partie couleur de mes pixels. Donc, fit to frame, je clique sur OK. L'image brute s'affiche. Je vais faire exprès d'éteindre un peu les autres. Et voilà. Donc, j'ai mon image qui s'affiche. Et une fois qu'elle s'affiche, je peux aller dans le grand raster sous l'onglet Table. Et une fois que je suis dans Table, vous voyez, tout est grisé. Je peux rien cliquer là. Tout ça, c'est impossible de cliquer sur une icône. Mais pour que ça s'active, je vais devoir venir dans Show Attributes. Et là encore, je déroule, je clique encore sur Show Attributes. Une fois que c'est fait, comme par hasard, j'ai accès à la table attributaire de mon raster. Et dans cette table attributaire, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai une colonne qui parle des couleurs, avec évidemment les questions d'opacité. Le reste, c'est les valeurs de pixels qui existent dans mon raster. Et au niveau de histogramme, c'est le nombre de fois que ces valeurs apparaissent. Par exemple, la valeur 8089 apparaît 430 fois dans ma composante sémantique, donc dans ma table dans ma grille de pixels. Ok, donc si je veux modifier une couleur, on va en prendre une au hasard. J'ai envie de prendre une j'ai envie de prendre une valeur qui est vraiment beaucoup. Bof, prenons par exemple 700 machin. Je vais lui attribuer la couleur jaune. Quand je lui attribue la couleur jaune, alors j'espère que j'ai pas perdu. C'était 700. Ah je ne retrouve plus. Mais bon, je l'ai modifié tout à l'heure.
Dans tous les cas, quand je l'ai modifié, vous voyez, toutes les valeurs de pixels, toutes ces valeurs de pixels, tous les pixels qui avaient cette valeur de pixels se sont mis en jaune. Je peux renouveler l'opération. Je vais prendre une autre valeur de pixels quelque part. Je veux quelque chose qui a beaucoup d'occurrences pour que ça marche. Je vais prendre par exemple la valeur 8024 qui apparaît 452 fois. Et bien tiens, je peux dire que je lui donne la couleur rouge. Regardez tout ce qui se passe par derrière en arrière-plan. Vous voyez un peu? Ok. Donc, tout ça pour dire que voilà comment est-ce qu'on fait une composition colorée pseudo-couleur. L'inconvénient avec ça, c'est que je vais devoir aller vraiment valeur de pixels par valeur de pixels. Si je veux vraiment bien nuancer. Tout comme je peux dire que, ah tiens, je vais plutôt essayer de tricher un peu en allant dans la fonction color. Dans color, je vais dire que bon, tiens, je veux des couleurs selon la méthode, par exemple, IHS. Et je mets un start color. Par exemple, je peux dire que ah, mes couleurs vont aller, je veux plutôt un gradient de couleurs qui part par exemple du bleu foncé au rouge foncé, machin, j'apply. Et ça va me donner une histoire comme ça, à peu près. Je peux encore aller faire d'autres améliorations si je veux vraiment que pixel par pixel, que ce soit un peu plus je sais pas, un peu plus net comme résultat. Voilà. Donc je peux m'amuser vraiment à faire tout ça ici. Donc voilà en gros comment on fait une composition colorée pseudo couleur. Donc la première étape, c'est d'ouvrir en pseudo color. Et la deuxième étape, c'est de venir s'amuser avec la table attributaire ici. Alors, je rappelle que si j'ouvre, je ne vais pas enregistrer ça, je rappelle que si j'ouvre la même bande, sans préciser que c'est en pseudo color, c'est-à-dire je laisse à défaut comme grayscale, je rappelle que lorsque je fais ça, et que je viens à la table attributaire, vous voyez, celui-ci, parce qu'il a été ouvert normalement, il n'a pas de colonne de couleur à gérer, ni même une colonne d'opacité. Par contre, si je vais chez l'autre, vous voyez, il y a la colonne des couleurs et l'opacité qui apparaissent. Alors, rendu à la fin de cette vidéo, je vais vous remercier. Bon, on a dit que les compositions colorées diachroniques, j'ai expliqué le principe, on ne manipulera pas dans cette vidéo. Mais si vous voulez en savoir plus, notre équipe vous attend à GeoVectorix pour des formations en présentiel à des prix très concurrentiels et adaptables à vos besoins. Je vous remercie.